Wouldn't it be better to just to like plan the stuff out ahead of time and make sure it's funny and then not say it in front of people and embarrass yourself? That's stand-up comedy? That's probably what you should do because that stuff's funny. Hey, est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Ah, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis acteur. Ah, je te connais pas, donc t'es pas connu, t'es probablement mauvais et pauvre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis improvisateur. Ah, donc t'es trop mauvais pour être acteur et pas assez drôle pour être humoriste. Non mais je veux dire comme boulot. Je caricature peut-être un peu, mais aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, acteur c'est un métier, improvisateur c'est un hobby, ou, au mieux, une sous-race d'acteurs. Et aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a un peu cette impression. Tout improvisateur avec un peu de bouteille a déjà entendu ce compliment à la sortie d'un show. C'était tellement bien, on aurait dit que c'était pas improvisé. Et je vais vous demander, en quoi est-ce que c'est un compliment ça? Est-ce que la forme ultime de l'impro, c'est au final être une sorte d'imitation du théâtre de texte? C'est un peu bizarre comme compliment ça quand même. Par contre, si tu me dis après avoir joué une pièce de théâtre, tu jouais tellement bien on aurait cru que t'improvisais, et ben ça serait un vrai compliment. Alors est-ce que cette impression c'est un ressenti biaisé ou est-ce qu'il y a une vérité derrière? Je vais partir d'un constat de base. En moyenne, le ticket pour une pièce de théâtre coûte entre 20 et 40 euros, alors que pour les spectacles d'impro, ça se situe plus entre 10 et 15 euros. Bon, c'est une moyenne, hein. On peut aussi voir des pièces de la Comédie Française pour 5 euros, et on peut aussi voir des spectacles de la Ligue d'impro de Montréal pour 8 euros. Alors pourquoi cette différence? Parce que ça participe quand même à un certain déficit de prestige de l'impro. La première réponse consiste à dire « Ouais, mais aussi bon, quand t'improvises, forcément la qualité est jamais certaine, quoi. » Ce à quoi je répondrai It's better though from Nigeria. 20 minutes to go in Curitiba. Nigeria trying desperately to break the deadlock. Moussa. Alors je suis pas en train de dire que le monde est rempli de tocards incultes qui préfèrent voir 22 chèvres sur une pelouse en enquillant des litrons de bière, mais quand même l'incertitude de la qualité d'une performance n'explique pas bien l'écart de salaire entre un footballeur et les meilleurs improvisateurs mondiaux. Alors essayons de comprendre de quoi est fait ce salaire et donc le prix d'un ticket de théâtre. Alors là encore c'est une moyenne, hein, mais en gros, pour un ticket de théâtre qui coûte 100, un tiers va à peu près aller à la location de la salle, environ 15 va au décor et au costume, même si là ça varie beaucoup si vous faites une pièce classique ou contemporaine, à peu près 10 va à la logistique, 10 dans la communication et le marketing, 5 pour le light and sound design, 5 pour l'administratif, 10 est partagé entre acteurs et le metteur en scène, sachant qu'un metteur en scène est payé 2 fois plus qu'un acteur en moyenne. Le reste est le bénéfice que fait la production. Bon, c'est une estimation qui est pas simple à faire parce que ça dépend du nombre de représentations, et comme tout produit culturel, c'est essentiellement une structure de coûts fixes, donc plus vous avez de représentations, plus la proportion des coûts variables augmente, et plus la marge est grande en théorie. Maintenant, si on compare ça à un ticket pour un spectacle d'impro, on peut enlever la part costume et décor, qui sont en général assez minimalistes, réduire drastiquement la partie logistique, enlever la partie du metteur en scène, confondre la plupart du temps le bénéfice et le salaire des acteurs car la grande majorité des spectacles sont quand même de l'autoproduction. Les coûts sont presque 2 fois moindres, donc à prix équivalent, les improvisateurs devraient faire des marges monstrueuses. Or on l'a vu, il y a un écart de prix qui correspond à peu près à l'écart des coûts. Donc en pourcentage, des improvisateurs font le même bénéfice que des acteurs. Mais en valeur absolue, c'est évidemment beaucoup plus petit. Alors pourquoi cet écart de prix? Est-ce que magnanimement les improvisateurs répercutent les faibles coûts sur le prix du billet pour faire plaisir à leur public? Non, bien sûr que non. C'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas vendre plus cher. Pourquoi? L'une des réponses que l'on entend parfois consiste à dire « Les gens paient pour le décor, les costumes et tout le reste. Chaque élément qui constitue une pièce amène son lot de marge. D'une part pour se protéger des risques et d'autre part pour faire du profit. Plus un spectacle a de gueule, plus on investit dans sa richesse visuelle, technique et matérielle. Plus le prix du ticket est fort et les bénéfices aussi. » Ce à quoi je répondrai « Je m'aperçois donc malheureusement une fois de plus qu'apparemment la pédophilie ne fait donc pas encore complètement l'unanimité en France. Veux-tu boire un verre avec moi? 3 points de suspension. C'est comme si tu disais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Rends-moi les 4 Pokémon! Tu me rends ces 4 Pokémon! Rends-moi ces 4... Bon allez vas-y garde-les, on s'en branle, j'ai pas le temps. Donc on peut pas expliquer le prix d'un ticket comme ça. Ce qui fait un prix, c'est pas les coûts, c'est l'offre et la demande. Donc ce que je vous ai montré avant ne répond pas à la question. Cependant, ça me donne déjà des premiers éléments de réponse très intéressants. Si on ne gagne pas beaucoup, on ne risque pas non plus sa chemise. En soi, on peut faire un spectacle d'improvisation pour 0 € d'investissement. C'est beaucoup plus compliqué à faire au théâtre. De là vient une première conséquence. C'est imparable. Si vous plantez ne vous coûte rien, vous pouvez le refaire autant que vous voulez. Ce n'est pas le cas pour le stand-up parce que ne pas faire rire pendant plusieurs shows quand on est seul sur scène, ça en rebute beaucoup. Par contre on retrouve cet aspect au niveau du slam ou performance poetry, qui lui aussi ne coûte rien parce que même si on est seul et que le poème qu'on fait est nul, on n'est pas autant confronté à la sévérité du baromètre du rire et des réactions du public. I've got an idea for a TV show. It's a legal drama about a lawyer called Cole. I'm going to call it Cole's Law.
He'll get paid a good salary. Pas autant. Et c'est aussi un peu la même chose quand on est sur YouTube. Là où un acteur ou un metteur en scène va très vite se retrouver à court de travail s'il fait n'importe quoi, un improvisateur peut continuer à être nul, puisque ça ne lui coûte rien, même pas du temps. Il peut préparer ses shows en dilettante, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, et se retrouver dans un show par un concours de circonstances. C'est beaucoup plus compliqué au théâtre, on doit répéter plusieurs jours par semaine pendant des mois, et du coup, ça noircit le blason de l'impro tout ça, et ça nivelle par le bas la qualité moyenne des spectacles. Ok, alors là il faut que je vous parle de la courbe de Porter, un économiste américain qui, pour faire court, a décrit un modèle qui permet de prédire les bénéfices d'un produit en fonction de son prix. Ça a l'air très évident comme ça, mais ce qu'il décrit est en fait une courbe en U qui dit soit tu vends peu mais tu vends cher, comme dans le luxe, soit tu vends avec une toute petite marge mais tu vends beaucoup, comme dans la grande distribution. Et le pire qui puisse arriver, c'est d'être stuck in the middle. Parce que tu ne peux pas augmenter tes marges sans les justifier, et ça n'a pas de sens de les réduire si tu ne peux pas écouler plus de produits. Or, comme on l'a vu un peu plus tôt, le théâtre, c'est un peu du luxe. Les pièces qui font beaucoup de représentations augmentent leur profit à chaque nouveau spectacle. Mais pas l'impro. Les marges restent les mêmes de spectacle en spectacle. Elles sont plus faibles que celles du théâtre en valeur absolue, et on peut pas faire 36 spectacles par jour. La quantité que l'on peut écouler est très vite plafonnée. Bref, l'impro est stuck in the middle, coincé au milieu. C'est pour ça que même les plus grands improvisateurs n'ont pas des salaires équivalents à ceux des plus grands acteurs. Cela n'a rien à voir avec leur talent, c'est juste une question de modèle économique. Et hélas, on sait que dans la société dans laquelle on vit, si une discipline ne produit pas des individus qui s'enrichissent très vite grâce à elle, son prestige ne sera pas très grand. On voit d'ailleurs que les improvisateurs qui gagnent le mieux leur vie le font grâce à des performances que l'on peut revoir. Ce qui, au-delà d'aller un peu contre l'éphémérité de l'impro, permet surtout d'accroître la valeur ajoutée des performances, puisque chaque rediffusion ne coûte rien, ou presque, mais rapporte. Notez d'ailleurs que pour un épisode de 20 minutes de Whose Line Is It Anyway, il y a 3 heures de jeu derrière dont on ne regarde que le meilleur. Ce qui est un peu triché. Mais cela garantit la qualité du produit proposé, et évacue donc ce problème de l'incertitude de la qualité de la performance. Ça explique aussi pourquoi 95% des vidéos d'impro que l'on peut trouver en ligne ne marchent pas vraiment. Outre une qualité technique souvent désastreuse, on n'enlève pas les échecs du montage. Et surtout, l'effet d'implication. Des études ont montré que quand on regarde la rediffusion d'un match, même dont on ne connaît pas le score ni quoi que ce soit, on éprouve moins de plaisir que lorsqu'on le regarde en live, parce que les spectateurs pensent sincèrement qu'ils ont une influence sur le match, même s'ils sont devant une télé. En impro, c'est la même chose. Voir de l'impro en rediffusé, ça ne marche pas très bien. Ça marche pour UCB ou Whose Line Is It Anyway, parce que l'essentiel des viewers voit en rediffusé. On n'est pas dans un théâtre, donc on ne se sent pas exclu. Et la qualité est garantie. Mais surtout, il faut en sorte que l'impro devienne un événement. Or, on l'a vu, pour rendre l'impro plus attrayante, il faut soit la rendre disponible en plus grand nombre, ce qui est difficile sans passer par le média télévisé, soit la rendre plus luxueuse. Or, l'impro n'a rien d'une édition limitée, puisque toutes les impros sont uniques. Et cette singularité est indépendante de leur qualité. En d'autres termes, une impro n'est pas unique parce qu'elle est bonne, elle est unique parce qu'elle l'est. Un point c'est tout. En comparaison, une pièce est un événement. On sait qu'elle va avoir un nombre de représentations fini, et il y a toute une préparation derrière de la part des acteurs qui va aller de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ça se voit beaucoup dans le théâtre de texte. On va prévenir ses potes en disant « Ah, viens me voir, ça fait 6 mois que je bosse sur le rôle, là, sérieux. » En impro, on travaille tout le temps. Ça fait des années qu'on se prépare. Mais on peut pas vraiment dire « Ouah, ça fait 3 ans que je me prépare pour le show, vas-y, viens !» Même au cinéma, ce sont surtout les films événements qui font des gros cartons. Les séries, les super-héros qu'on n'a jamais vus, etc., etc. J'en veux pour preuve le fait qu'on reproche à Hollywood son manque d'originalité et de nous resservir reboot sur sequel sur spin-off. Parce que, c'est ça qui marche. Ça, c'est quelque chose que Johnston et Gravel ont très bien compris. Ils ont créé des formats qui s'inspirent du sport pour que chaque représentation soit un événement. C'est aussi pour ça qu'on invite des guests, pour rendre le spectacle valablement unique. Cela dit, on ne peut pas faire que des compétitions, inviter des guests tout le temps. Donc l'impro n'est pas un événement, donc perd en prestige. Remarquez d'ailleurs que le dernier coup de ciseau, une pièce essentiellement improvisée qui a quand même reçu le Molière de la meilleure comédie en 2014, se présente comme une pièce interactive plutôt que comme une grande impro, parce que c'est sûrement plus vendeur. Mais c'est pas le seul problème, parce qu'on pourrait quand même avoir un certain prestige artistique en dépit de tout ça. Un peu comme les sculpteurs sur glace qui à mon avis gagnent pas des masses avec leurs œuvres mais qui impressionnent toujours. J'ai parlé de stand-up un peu plus tôt. Je vais vous montrer comment les humoristes vendent leur spectacle en tapant affiche one man show dans Google. C'est Sébastien Castro, moi je fais la gueule dans une ambiance de fête. C'est Alex Lux, t'as vu, moi j'ai détourné une publicité hyper connue. Tu vois, moi je me suis mis avec des enfants parce que mon spectacle qui s'appelle Libre Éducation. C'est Sacha, moi j'ai repris Amélie Poulain. Moi c'est Jean-Marc Joachim, moi j'ai fait un truc à l'américaine, tu vois, un peu Minority Report, SF, tout ça. Maintenant je vais vous montrer comment les improvisateurs vendent leur spectacle. Nous alors on fait des gueules, c'est n'importe quoi. Mais nous on fait n'importe quoi, il y a deux mecs qui sont allongés dans une voiture, on est 6 sur scène, c'est trop bordel, il y a plein de montage, un collage. Force est de constater qu'on nous vend souvent la promesse d'un espèce de gros bordel. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les mauvais spectacles. L'impro ne se prend pas au sérieux, ou on n'a rien à faire de son image.
image. En tout cas, l'impro a un rapport très étrange avec sa propre image. Vous avez remarqué que si on fait que du théâtre de boulevard, on est un acteur. Si on fait que du théâtre dramatique, on est un acteur. Si on fait que du théâtre absurde, on est un acteur bizarre, mais un acteur quand même. Si on fait du théâtre d'improvisation, on est un improvisateur. Comme si, on savait pas jouer. Et c'est vrai que, Alors que pourtant, il y a des grands acteurs qui viennent de l'impro. Alors pourquoi? D'une part, se mettre dans un personnage, ça prend du temps. To be honest with you, I always feel like I get the closest I can get to the character on the last day of shooting, on the last take. Même les grands acteurs ont besoin de plusieurs semaines, voire mois, pour se mettre dans leur personnage. Sachant qu'ils ont étudié pour certains des méthodes d'acteurs presque exclusivement pendant des années. L'impro demande de le faire immédiatement. C'est très ambitieux. Je vais prendre l'exemple du match d'improvisation, même si j'y reviendrai dans un autre épisode. Qu'est-ce qu'on nous vend? On va vous jouer entre autres une Shakespeare, une scène sans parole, une scène enchaînant 4 registres différents du cinéma transposés au théâtre, une scène rimée, et tout ça, ça va être bien. Wow! C'est-à-dire que si on prenait des acteurs, avec un texte, qui devaient faire une seule de ces catégories pendant un spectacle, ils devraient répéter pendant des semaines et avoir des années d'expérience. C'est hyper ambitieux un match. Donc bien sûr que ça va pas être exactement ça. Et on va très vite se réfugier dans la caricature. Réfléchissez-y. Allez voir un match et demandez-vous quand est-ce qu'une Shakespeare a ressemblé à une Shakespeare. Je ne parle même pas des scènes à la Tarantino ou à la manière du théâtre contemporain qui deviennent très vite un foutoir mal assumé. Qui plus est, ce format est en France celui par lequel commencent la plupart des improvisateurs débutants, qui ne viennent d'ailleurs pas souvent d'écoles de théâtre mais qui ont un cursus éducatif à côté. Donc on fait jouer aux improvisateurs les moins expérimentés possibles le format le plus dur qui existe. Même les pros galèrent avec ce format. Du coup, tout jeune, on apprend que ne pas respecter son contrat, c'est pas un problème. Que la caricature ce n'est pas grave, que le surjeu c'est presque une norme. Ça se retrouve même jusque dans Whose Line qui prend complètement le parti de la bouffonnerie. À force de vouloir faire l'ange, on a fait la bête. Et comme tous ces travers survivent très bien, l'impro devient synonyme de bouffonnerie. J'en veux pour preuve les interviews d'improvisateurs à qui on fait faire des impros comme ça, sans préparation ni échauffement, comme s'ils étaient des distributeurs à blagues. C'est parfait. Ok, alors disons une bataille ultime entre 4 super-héros, mais doués de super pouvoirs absolument débiles. Les humoristes et surtout les acteurs sont traités avec plus d'égards. Les blagues sont préparées, on leur demande leur vers préféré à la rigueur, mais pas de jouer complètement une scène. Jennifer, ce que tu me dis là, c'est que tu ne m'aimes plus et que tu me trompes depuis des mois avec Jean-Pierre. Tu m'as trahi, je pars. Ça c'est théâtre. Une autre preuve de cet étrange regard des médias se trouve dans ce documentaire dont je recommande fortement le visionnage. S'il met très bien en exergue les valeurs de l'impro et ses vertus, en substance, ça montre quand même qu'un improvisateur qui a réussi, c'est un comédien de stand-up, un professeur, un vrai acteur, bref, tout sauf quelqu'un qui fait de l'impro. En somme, la discipline est présentée comme un moyen pour se sentir mieux dans sa peau, pour sortir la tête haute de sa ZEP, devenir un meilleur manager, un moyen pour faire des trucs sérieux, quoi, mais pas vraiment une finalité artistique. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, en conclusion, est-ce que l'impro est une sous-race de théâtre? Non, bien sûr que non. C'est une discipline qui est excellente, c'est un art très noble, le théâtre d'improvisation. C'est pas la discipline artistique le problème, c'est le modèle économique et ses propres praticiens qui sont parfois peu soucieux de l'image qu'ils renvoient. Donc, si vous voulez redorer le blason de l'impro, respectez la discipline, ne venez pas échouer sur nos rivages parce que c'est gratuit. Ne restez pas coincés au milieu, apportez le maximum de valeur à vos spectacles en faisant des événements et éventuellement en les rediffusant. Et enfin, prenez des risques, mais attention à ne pas pécher par ambition et restez exigeant en toutes circonstances. Sur ce, je vous dis à très bientôt, dans le prochain épisode on verra un format, le Harold. Vous pouvez commenter, liker, partager comme d'habitude, vous êtes libre. Allez voir l'impro encore mieux, faites-en, ciao.